Une délégation de chefs coutumiers chez le président du Faso. Objectif de cette démarche, réaffirmer soutien et appui à la transition. Les leaders coutumiers des différentes composantes de la invitent donc les différentes composantes de la nation à apporter leur pierre à l'édification d'un Burkina Faso uni et paisible. Mobilisation citoyenne et populaire autour de la question de l'eau, c'est le principal enjeu du deuxième Forum national de l'eau. Le thème invite à une réflexion sur l'accès permanent pour tous à l'eau et à l'assainissement d'ici à l'horizon 2030. La Turquie souhaite voir enfin une mosquée érigée à Cuba et se dit prête en tout cas à financer le projet. Le président turc en visite à Havane a émis le vœu à son homologue cubain. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Une délégation de chefs coutumiers a été reçue ce matin par le président de Faso, une délégation composée du Moro Naba Bango, Naba Saga de Tenkodogo, Naba Sonre Dima de Boussouma, Naba Kiba, roi du Yatenga, et le Koupiel Dieli, roi du Goulmou. Les leaders coutumiers réaffirment leur soutien à la transition et invitent les partis politiques, la société civile, les forces de défense et de sécurité à jouer pleinement leur partition pour un Burkina Faso uni et paisible. Nous écoutons le porte-parole de la délégation. Nous sommes venus dire bonne année au président de la République et l'encourager dans son travail et lui dire que nous sommes à ses côtés pour l'accompagner dans ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que vous pensez de tous ces mouvements sociaux? C'est des mouvements sociaux, ça veut dire que c'est la société qui le veut. Est-ce justifié ou pas, ça c'est autre chose. Nous n'avons pas encore fait le bilan de ce qu'il a fait pour pouvoir le féliciter. Et qu'est-ce que vous pensez du bilan de la transition? C'est des premiers pas. Tout bébé a des mauvais moments. Et puis trébuche et puis se relève. Il n'y a pas de problème. Et à la primature, on a parlé renforcement des relations de coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. La volonté est manifeste dans les deux camps et la visite du ministre taïwanais des Affaires étrangères lui a permis de faire le tour d'horizon de ce partenariat. Le ministre taïwanais s'exprime sur l'objet de son entretien avec le Premier ministre. Nous avons échangé point de vue avec le ministre, le Premier ministre pour tous les domaines entre notre pays de coopération, y compris la formation professionnelle, la santé publique, l'énergie, l'éducation, une langue pour l'Afrique, pour les élèves. Il y a beaucoup de progrès dans la coopération entre notre pays. Je suis très heureux d'être ici, de voir moi-même tous les progrès. C'est plus important pour moi. Les propos du ministre taïwanais des Affaires étrangères ont été recueillis par Claudine Bikaba, la fondation allemande Anzedel, la Banque mondiale, l'International Crisis Group et l'Institut Panos Afrique de l'Ouest ont tour à tour été reçus ce matin par le président du Conseil national de la transition. La transition a évidemment été le principal sujet abordé par les différentes délégations. Nous suivons la synthèse des 4 audiences avec Draman Guéni. Le directeur des opérations pour l'Afrique occidentale française de la Banque mondiale est ici chez le président du Conseil national de la transition pour s'enquérir des besoins immédiats du Burkina Faso en cette période transitoire. La dernière stratégie que nous avions préparée pour le Burkina Faso, c'était au mois de septembre 2013. Compte tenu du changement de contexte au niveau du pays, nous avons estimé nécessaire de faire une revue de cette stratégie et de l'adapter au contexte actuel du pays. C'est la raison d'être de notre visite au Burkina Faso et de notre rencontre ce matin avec le Conseil national de transition. Peu avant la Banque mondiale, une délégation de la fondation allemande Hans Seidel est venue proposer au président Chérif Sy un plan de formation des organes de la transition. C'était de présenter notre plan pour un atelier de renforcement des capacités de
toute partie de la phase de la transition du Burkina Faso. Je crois que ensemble avec la présidence du pays, avec le Premier ministre, avec une organisation régionale qui s'appelle SENZAT, on vient d'organiser cet atelier qui va se dérouler du 24 au 26 février ici à Ouagadougou. Dans la foulée, une équipe de International Crisis Group est venue livrer au président du Conseil national de la transition le contenu de son document analytique de la transition en marche au Burkina Faso. On parle de la façon dont le gouvernement a mis en place la transition et de toutes les promesses qui ont été faites, du fait qu'il faut aussi se concentrer sur les priorités, qui sont notamment les élections. On appelle aussi la communauté internationale à fournir un soutien financier adéquat, puisqu'on est dans un contexte financier un petit peu difficile et qu'on doit organiser non pas un scrutin mais 3. On dit par exemple aussi qu'il faudrait plafonner le financement des campagnes électorales pour éviter que ce soit toujours le plus riche qui gagne. Le président du Conseil national de la transition s'est aussi entretenu avec la directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, basé à Dakar au Sénégal. Une occasion pour Diana Senghor de parler de son projet de document traitant du rôle des médias dans les récents événements qu'a connu le Burkina Faso. Une bouffée d'oxygène pour le département de la promotion de la femme et du genre qui reçoit un appui financier de plus de 900 millions de francs CFA pour accompagner la politique nationale genre. C'est la coopération suisse qui octroie ce financement. Touboum Evelyne Dabiré était témoin de la signature de la convention. Ce présent accord est une contribution de la coopération suisse à la politique nationale genre. D'un montant de 944 millions de francs CFA, il vise plusieurs objectifs, dont un appui aux initiatives de réduction des inégalités hommes-femmes et la prise en compte transversale de la problématique genre dans les politiques et programmes publics. Il s'agit d'une action transversale, c'est-à-dire que la dimension genre ne concerne pas seulement le ministère du genre, mais bien entendu l'ensemble des ministères. Et le défi auquel nous sommes confrontés, aussi bien dans le travail de développement que dans le travail de l'ensemble de l'administration burkinabé, c'est de sensibiliser tous les acteurs du développement que cette dimension est primordiale si l'on veut vaincre la pauvreté, si l'on veut promouvoir le développement durable. Ce financement mis à la disposition du département en charge de la promotion de la femme devrait permettre une valorisation des potentialités des femmes. L'activité phare qu'il faut retenir, c'est surtout la mise en place de l'entrepreneuriat. Nous allons mettre l'accent sur les femmes et les jeunes. Et donc, ce fonds entrepreneuriat est disponible. Le département mettra à la disposition des femmes afin qu'elles puissent vraiment, comme je le dis toujours, quitter une économie de survie pour vraiment s'engager dans une vraie entreprise qui sera une entreprise vraiment rentable et qui leur permettra de vivre vraiment de manière digne. Ce financement est le second du genre dans le même domaine, le premier ayant couvert la période 2011-2014. Objectif 2030 pour un accès permanent et total pour tous à l'eau potable et à l'assainissement. Le deuxième Forum national de l'eau sonne la mobilisation citoyenne et populaire autour de la question de l'eau et de l'assainissement et invite à un dialogue multi-acteurs autour de ces enjeux. Le forum, en chiffres, c'est 450 participants, 9 thématiques en 72 heures de travaux. Yolande Lompo. Ici, à cette bonne fontaine de Tinkodougou, l'eau se fait rare à cette période de l'année, nous confie la gérante. Et l'on a du mal à imaginer ce que sera le calvaire de ces populations en avril, mieux en 2030. Le constat est là. Une disparité non négligeable entre les communes en termes de taux d'accès à l'eau et à l'assainissement existe au Burkina Faso. Ce caractère vital de l'or bleu explique donc la diversité des acteurs à cette deuxième édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement. Une édition qui se propose de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations du premier forum tenu en 2011 et de définir des propositions claires à défendre au sein de la communauté internationale de l'eau et de l'assainissement dans 2 mois. Il faudrait que nous considérions l'eau et l'assainissement en tant que service.
pas simplement en tant qu'infrastructure, parce que c'est des services qu'il faut apporter aux populations. Et surtout avec un accent qu'il faudrait bien mettre sur les populations rurales. Un grand retard en ce qui concerne l'assainissement familial est observé et les partenaires techniques et financiers plaident auprès du gouvernement burkinabé afin que ce secteur soit érigé en secteur prioritaire. Seulement moins de 8% des familles au Burkina ont accès à une sanitation adéquate. Donc l'enjeu, c'est de porter à l'échelle des messages pour changer les normes sociales et aussi avoir des solutions innovantes pour les communautés. Non loin de la salle de conférence où se tiennent les échanges, se dresse une aire d'exposition. La visite guidée a permis au ministre François Lompo et à sa délégation de découvrir les nouvelles innovations en matière d'eau et d'assainissement. Les défis environnementaux sont énormes au Sahel et au département de tutelle. On veut mettre à profit la période de la transition pour revoir la copie des actions à mener. Le ministre de l'Environnement a entrepris une visite d'évaluation sur le terrain, suivie d'un échange avec ses collaborateurs dans la région, histoire de se faire une idée des conditions de travail. Bernard Diasso. Dans les locaux de la Direction régionale de l'environnement et des ressources halieutiques du Sahel, une présentation de l'état de mise en œuvre des activités du 1er janvier au 31 décembre 2014 de la sous-composante Burkina Faso du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger, PLCE, est faite au ministre Seydou Maïga. Le visiteur du jour a félicité le personnel du PLCE pour le travail abattu et aussi fait des propositions visant à améliorer les efforts de ce programme. Seydou Maïga est ensuite allé à Djomga et à Dani, des villages de la commune de Dori, pour constater des visus des sites de récupération des terres dégradées. Nos autorités, à commencer par le gouvernement de transition et le gouvernement qui viendra après, devront effectivement mettre les moyens à la disposition de ce type de programme pour que l'œuvre qui a été entreprise là puisse continuer. Vous voyez, sur des dunes où il ne pousse aucune herbe. Aujourd'hui, les gens parviennent à récolter du mil, avoir des herbes qui leur sont utiles. La veille, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques avait rencontré le personnel de sa direction régionale au Sahel, qui lui a exprimé des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur profession. Et ce ne sont pas non plus des problèmes spécifiques à la région du Sahel. C'est des problèmes que, par exemple, le Corps des eaux et forêts connaît depuis plusieurs décennies. Vous prenez par exemple ce corps paramilitaire qui n'est pas doté d'un statut particulier, alors que c'est l'un des plus anciens corps paramilitaires de ce pays. Alors aussi qu'il y avait des promesses qui avaient été faites par l'ancien régime sortant. Nous pensons effectivement qu'il est du devoir du gouvernement de transition de se pencher sur le statut particulier. Au sujet des déchets plastiques qui constituent un problème de santé publique et de pollution de l'environnement, le ministre en charge de l'environnement a promis que des broyeurs pour le traitement de ces déchets seront installés dans des sites pilotes comme à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et à Dori d'ici à fin février 2015. La crise qu'a connue le Burkina Faso en 2014 a eu un impact négatif sur les rendements au département des ressources animales. C'est ce qui ressort du bilan annuel qui donne un taux de réalisation de 76%, ce qui est en deçà de celui obtenu en 2013. Le tout maintenant, c'est de retrousser les manches pour améliorer ces résultats, et cela dans le strict respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle dans la sous-section de l'élevage. Des précisions avec Zalissa Sanfo. Le ministre des Ressources animales et ses collaborateurs se penchent ici sur le chemin parcouru en 2014. Ils vont aussi tracer celui à suivre en 2015 pour élever les défis du département. Cette année, au regard du contexte particulier, la tâche s'annonce rude mais pas insurmontable selon le ministre. Quant au bilan de l'année dernière, même s'il n'est pas alarmant, il reste en deçà des attentes. J'ai regardé le rapport d'activité. On est à peu près à un taux de réalisation financière de 76%.
Si je compare cette performance-là aux 2 années précédentes, 2013 et 2012, il y a un petit recul, mais je crois que cela s'explique bien avec le contexte que le Burkina a connu vers la fin de l'année et qui a ralenti beaucoup d'activités. Ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'élevage soulève la problématique de la déontologie et de l'éthique dans le sous-secteur de l'élevage. Nous attendons de ce CACEM en particulier d'examiner un code d'éthique et de déontologie pour le secteur. C'est un document qui va être un code de conduite pour le personnel du ministère des Ressources animales afin de mieux servir les acteurs du secteur. Tous espèrent ici que cette rencontre va permettre de jeter les bases d'un élevage moderne afin que les éleveurs puissent produire plus et mieux vivre du produit de leurs efforts. La vie de nos partis politiques à présent, et nous commençons par le mouvement du peuple pour le progrès qui se dote d'un centre de formation politique avec pour priorité le renforcement des capacités de ses militants et de ses structures. C'est une école qui devrait contribuer à relever le niveau du débat politique au sein du MPP. La structure et ses missions ont été présentées à la presse. Aruna Mari. Voici le nouveau Centre international de formation politique Kwame Nkrumah pour l'excellence, créé par le MPP, le Mouvement du peuple pour le progrès. L'édifice comporte des salles de cours, une salle de conférence et des bureaux. Ce face-à-face entre la presse et la direction de cette école du parti vise à présenter la nouvelle structure dans son contenu et ses missions. La formation est centrale dans la vie du MPP. Et dans cette formation, nous avons trouvé nécessaire de créer une école de formation politique du parti. Mais comme c'est un parti de masse, un parti d'intellectuels, d'ouvriers, de paysans, un parti qui a une vision sur l'Afrique, nous avons pensé qu'il fallait créer un centre international de formation politique. Ce cadre de formation politique du MPP est ouvert à toutes les couches sociales de la population, mais les militants du parti sont prioritaires, foi du directeur général. Les enseignements vont porter sur les cours théoriques, des ateliers, des séminaires de formation et des conférences. L'objectif immédiat, c'est de faire une formation accélérée des militants du MPP en vue d'affronter les élections législatives, présidentielles et municipales à venir. Et nous allons faire cette formation jusqu'au niveau des communes, des 370 communes du Burkina. 3 départements sont créés au sein du centre pour répondre aux besoins de formation politique des apprenants. Pour commencer, des attestations leur seront délivrées. Mais l'ambition du parti, c'est de le voir devenir à terme une école de formation diplômante. Le Front progressiste sankariste poursuit la mobilisation de ses troupes à travers le pays. Le message des responsables de la formation politique aux militants et sympathisants à l'escale de Kaya, c'est de rester mobilisés. Et il faut rester toujours mobilisé, bien sûr, pour assurer la victoire au FPS. C'est C12 qui nous relate cette étape. Deuxième test de mobilisation du Front progressiste sankariste après celui de Tema Bokin. Ici, à la place Naba Oubri, Maître Benewende Sankara et ses camarades sont venus remercier les militants du Sanmantenga pour leur contribution au changement intervenu au Burkina Faso et aussi les sensibiliser sur les batailles à venir. 2015 est une année électorale. Il faut que nos militants, à partir de maintenant, se préparent à la conquête, mais aussi à la gestion du pouvoir d'État, conformément à l'idéal de notre front, qui est un front progressiste. Un message entendu par les militants qui ont émis le vœu de voir l'union des sankaristes grandir. Actualité oblige, les progressistes ont profité de ce meeting d'information pour dénoncer et condamner l'attitude du régime de sécurité présidentielle. Pour eux, il s'agit d'une tentative de confiscation du pouvoir du peuple. Nous ne sommes pas contre les militaires. Nous ne sommes pas contre l'expertise d'hommes et de femmes qui sont dans l'armée, qui peuvent servir notre armée républicaine. Mais nous sommes contre un régime qui est inapproprié, qui n'a plus sa raison d'être. Et le président du Front progressiste sankariste d'ajouter que la bataille est gagnée et non pas la guerre. Pour cela, il a invité les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin d'apporter un changement véritable et démocratique en octobre prochain.
Et la condition sine qua non pour assurer cette victoire, c'est d'avoir sa carte d'électeur. La carte nationale d'identité et l'extrait d'acte de naissance sont les pièces maîtresses pour être sur les listes électorales. L'Association pour la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne, elle se bat en amont pour l'obtention de ces documents. Elle a lancé à Bobo Dioulasso une vaste campagne d'établissement et de délivrance de ces pièces d'état civil. Ali Traoré. Mobilisation ici à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso après le lancement de la campagne de subvention pour l'établissement des cartes nationales d'identité et d'extrait date de naissance en 2014 à Ouagadougou. Voici lancée ce jour la même activité ici à Bobo Dioulasso. Organisée sous la houlette de l'APDC, l'Association pour la promotion de la démocratie et la participation citoyenne, cette campagne a pour objectif, selon ses promoteurs, de contribuer au mieux-être des populations et également de permettre aux bénéficiaires de participer pleinement aux échanges électoraux à venir. Et c'est un chèque de 2 millions de francs CFA qui a été remis à l'ONI, l'Office national d'identification burkinabé, pour la conduite des travaux. Une enquête sur la vie des ménages réalisée en 2009 a révélé qu'au Burkina Faso, 24% d'hommes et 34% de femmes ne sont pas enregistrés à l'état civil. La même enquête a montré que parmi les femmes, les enfants burkinabés, 36% ne sont pas déclarés et que près de 70% le sont par les jugements supplétifs. Cette campagne de subvention pour l'établissement des cartes nationales d'identité et d'extrait date de naissance, qui va permettre d'accroître le taux de participation au vote pour élire un président en octobre 2015, est soutenue par les organisations de la société civile de Bobo Dioulasso. L'établissement des cartes nationales d'identité et d'extrait date de naissance est ouvert à tous. L'occasion fut belle également pour les promoteurs de faire une lecture de l'actualité de ces derniers moments au Burkina Faso. Et on parle culture à présent avec la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tiendra du 28 février au 7 mars prochain. Les organisateurs étaient face aux hommes de médias, une rencontre pour donner de plus amples informations sur la tenue de cette biennale du cinéma africain. Kadissa Nogo. La conférence de presse de Ouagadougou est le pilote d'une campagne médiatique initiée par le FESPACO et le Comité national d'organisation de cette 24e édition. Elle a permis aux hommes des médias d'en savoir plus sur le cru de ce rendez-vous du cinéma africain. C'est autour du thème « Cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique » avec comme pays invité d'honneur l'Égypte que va se tenir la Biennale du cinéma africain. Le comité de sélection a retenu 133 films, dont 85 pour la compétition officielle. Le marché international du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, MICA, va se tenir sur le site du CIAO. La cagnotte de l'étalon d'or de Nyenenga passe de 10 à 20 millions de francs CFA. L'édition 2015 du FESPACO connaîtra plusieurs innovations. Nous avons pris des engagements que nous allons tenir. Il s'agit du passage au numérique intégral pour la sélection officielle et les dispositions sont déjà prises. Le matériel numérique à la date d'aujourd'hui est déjà arrivé à Ouagadougou et le technicien doit arriver dans une semaine pour commencer à faire donc le travail de mise en place. L'autre innovation au niveau de la compétition officielle, nous avons décidé cette année que la compétition pour l'étalon d'or de Yenenga prendra et prend déjà en compte les films de la diaspora africaine, parce que la diaspora africaine a été introduite au FESPACO depuis les années 87 et ça faisait l'objet d'une section à part. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'avec nos frères de la diaspora africaine, nous puissions ensemble compétir dans la même section. Le président du comité national d'organisation, Désiré Ouedraogo, a invité tous les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel à prendre part massivement à la 24e édition du FESPACO. Cinéaste à vos marques pour la fête du cinéma africain. Ouagadougou, capitale de la grande croisade de délivrance et de percée pour l'année 2015. À l'occasion, une conférence sur le leadership stratégique dans un monde de crise a réuni les cadres de l'administration et de nombreux fidèles croyants pour écouter le docteur Williams Koumoudji. C'était mercredi dernier, Ousmane Drabo, Karim Patrick Namouano. L'atmosphère est détendue, l'émotion est vive. L'accueil est chaleureux. La cérémonie, elle, est solennelle.
Les cadres protestants sont à l'écoute de Williams Kamouyi, le conférencier du jour. Il est venu partager son expérience en matière de leadership dans le monde en crise. Pour l'orateur nigérian, l'autodéveloppement et le leadership pour l'épanouissement des nations. L'affirmation est partagée par tous. Et dans les temps de crise, on n'a pas besoin parfois de chefs simples, on a besoin d'un leader. Un leader, c'est un homme qui influence et qui a la direction et qui amène les gens dans la bonne direction. Et c'est pourquoi cette conférence des hauts cadres-là, c'est pour amener les hauts cadres à rentrer dans le leadership, à savoir que dans toute chose, il faut un leader compétent, un leader intègre, un leader qui sait dans la direction qu'on doit prendre. On devient leader en regardant d'autres personnes. On a un mentor qu'on regarde et on le suit. On fait des disciples-là, on regarde ce mentor-là, on reçoit de lui des qualités. Et quand on a reçu ces qualités-là, maintenant, on les met en exergue, on les applique et on marche dans les pas de leader et on devient un futur leader sans problème. Les secrets nécessaires de l'affirmation d'une pleine responsabilité trouvent aussi leur fondement dans la formation. C'est la conviction de l'orateur et des organisateurs. Accéder au leadership en dépit de son passé, ils y croient dur comme fer. Surtout que les exemples ne manquent pas. Le docteur Williams, hier professeur de mathématiques, et docteur Karambiri, ancien directeur général de Faso Fani, sont aujourd'hui des leaders internationaux. Leur parcours doit être un cas d'école. Et on se rappelle Sia, le rêve du python du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté, qui a révélé la jeune comédienne Fatoumata Diawara dans le rôle principal. Sia, l'artiste a depuis fait du chemin et s'est même découverte une autre passion, la musique. Fatou est le premier album né de cette passion. L'artiste en tournée africaine a fait escale à Sia pour un concert. Aruna Mari. C'est dans une salle comble que Fatoumata Diawara et son groupe communient avec les mélomanes de Bobo Dioulasso. Un premier contact qui aura permis à cette voix du Wassoulou, dans un mélange de jazz et de funk, de faire chavirer le cœur du public. Guitare en main et en symbiose avec son orchestre, Fatoumata Diawara revisite les titres de son répertoire musical, tels l'excision, l'immigration, Mandela, l'union pour ne citer que ceux-là. Ça restera magnifique, gravé dans nos têtes, nos cœurs, nos mémoires à vie, à jamais. Ce concert live de l'artiste musicienne, danseuse et comédienne est une étape d'une tournée africaine. Une tournée devant lui permettre de faire montre de son talent aux mélomanes du continent. Ça me touche de retrouver les amis, de retrouver la famille, cette génération vivante. Et voilà, c'est le retour au bercail. On a fait la fête, on s'est détendu. Cette étape de Bobo Dioulasso est l'œuvre de l'Institut et ce spectacle aura émerveillé les initiateurs. Elle a une voix superbe, ça on peut l'entendre facilement dans le disque, mais effectivement sur scène, elle a une puissance absolument incroyable. Le public a été dès le début emporté. Moi je n'ai jamais vu le public du CCF de Bobo à ce point faire corps avec un artiste. Avant Bobo Dioulasso, Fatoumata Diawara a offert 2 spectacles au Mali, son pays. La prochaine étape est Ouagadougou, où l'artiste prévoit un autre concert live. La lettre ouverte du régiment de la sécurité présidentielle a également retenu l'attention de certains journaux de la place. Les quotidiens de la place reprennent en chœur la menace de Boko Haram qui plane sur toute la sous-région et appelle les dirigeants à réagir vivement. C'est Touboum Evelyne Dabiré qui a feuilleté les quotidiens du jour. Le spectre Boko Haram plane toujours et nos quotidiens s'en inquiètent. Boko Haram, jusqu'à quand, s'interroge Sidoya, qui tire la sonnette d'alarme sur l'avancée inquiétante de cette secte islamique et met en garde. Boko Haram s'internationalise et si l'on y prend garde, poursuit Sidoya, l'organisation que dirige l'illuminé Aboubakar Shekau frappera bientôt à la porte d'autres pays comme la nôtre. Et le quotidien en fait l'écho en ces mots, la menace se rapproche. Ce journal fustige le réveil tardif des autorités, car ce n'est que cette semaine que, mesurant la gravité des événements, les choses se sont vraiment mises en branle, écrit le quotidien, qui généralise en ces termes cette fébrilité des autorités. Au Niger comme ailleurs en Afrique,
La menace terroriste ne se prend au sérieux que lorsqu'elle explose en plein visage des dirigeants, conclut notre confrère. Pour le journal Aujourd'hui au Faso, la solution est celle-ci. Il faut pourchasser les djihadistes tels des lapins de Garenne et les réduire à néant. Et il poursuit, à la guerre comme à la guerre, si on y ajoute la mobilisation internationale, les résultats ne devraient pas être si mauvais. Autre point de l'actualité évoqué par vos quotidiens, c'est le document du RSP, publié par l'Observateur Palga et le quotidien. Un document qualifié diversement par l'Observateur Palga de plaidoyer pro-domo d'un corps ou le RSP vu par le RSP. Le RSP a décidé de sortir du bois, poursuit-il. Le journal Le Quotidien voit en ce document un mémoire en défense et titre « Le RSP se défend ». Cette déclaration fait l'historique du RSP et revient sur les missions et organisations de ce régiment. Des missions dites ordinaires et qui sont, entre autres, défendre les institutions républicaines, assurer la défense extérieure et intérieure du territoire national et assurer la défense du chef de l'État. Situation nationale toujours, le pays s'intéresse à la réponse de Luc Marius Ibriga à l'ancienne majorité qui l'accuse de vouloir l'exclure de la vie politique. Pour l'actuel contrôleur d'État interrogé par le journal, l'inclusion ne veut pas dire impunité. Voilà, on s'arrête là pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes.